Et salut à tous, avec Benoît, on est enfin arrivé au collectif pour l'autonomie et le partage, soit le CAP. Dans cette vidéo, on va vous présenter le collectif, on va vous montrer aussi comment il travaille et quel est le rayonnement de la vie en collectif sur la société et son organisation. Du coup, on aura mis environ 250 km et 6 jours pour arriver jusqu'ici en partant de la Lozère. Et le CAP, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de 4 maraîchers qui avaient envie d'ouvrir leur jardin, de partager leurs connaissances, de s'ouvrir au monde et de pouvoir tendre vers l'autonomie alimentaire. C'est l'histoire de différentes personnes se retrouvant autour du maraîchage sur sol vivant à travers des coups de main au jardin, un panier hebdomadaire sous contrat, un petit marché et des idées communes de bien manger, de partage et de préservation de notre terre. Chemin faisant, le CAP est né en 2019. Et aujourd'hui, c'est un jardin partagé sur 6000 m², dont 1000 m² de serre et une pépinière collective. C'est aussi 3 paysans installés, ainsi que la création d'entraide et d'événements. Et enfin, il y a l'auberge, dans laquelle vivent les colocataires depuis décembre 2020, et qui ont pour but de la retaper pour en faire un bar associatif et également une épicerie. L'asso est vraiment toute jeune et on observe qu'il s'y passe déjà plein de choses. Elle a été créée sous la loi 1901 et se compose d'une collégiale de 6 personnes. Les responsabilités sont partagées et les décisions sont prises par l'ensemble des membres. Depuis sa création, 3 paysans se sont installés. Il y a Cindy, une vigneronne et éleveuse en biodynamie. Gabriel, un maraîcher en MSV et Jérémy, lui aussi un maraîcher en MSV. On va vous le présenter un peu plus tard dans cette vidéo. L'asso propose de développer un réseau d'entraide, que ce soit avec des paysans pour mettre en commun leur énergie sur des chantiers ponctuels, ou alors avec les habitants du coin, pour des déménagements par exemple. Et comme vous l'aurez compris, le pôle principal du CAP est le maraîchage. Le jardin collectif permet de fournir de bons légumes pour le marché et de nourrir les membres de l'asso. Mais il est aussi un lieu d'expérience, une pépinière de paysans. Jérémy par exemple, lui il a passé 1 an à apprendre dans ce jardin avant de s'installer à son compte. Le maraîchage sur sol vivant fait appel à une réflexion nouvelle. Les outils et les méthodes ne sont pas les mêmes et le regard qu'on porte sur le sol est bien différent lui aussi. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire ses propres essais avant de se lancer ailleurs. Les maraîchers de l'asso sont et seront de bons conseils à ce sujet. Bon alors, je tenais à vous montrer un petit peu la différence de terre qui existe entre le MSV, donc le maraîchage sur sol vivant, et sur un terrain qui est exploité, mécanisé, tout ça. Donc là, tu vois, on a les serres, on a des planches qui sont à côté des serres, on a encore des planches et voilà. Ça, c'est ici, donc c'est là où le collectif travaille. Et juste là, tu as un champ qui, du coup, c'est la même terre, est complètement travaillé, si tu veux. Donc, ça fait que, par exemple, cette mare, cette grosse flaque, elle est là depuis qu'on est arrivé, elle est là. En fait, à force de passage, ça tasse tellement le sol qu'il est même plus capable de drainer. Enfin, il y a pas de vie, il y a rien du tout. C'est assez aberrant, quoi, de se dire ça. Et c'est encore plus aberrant de se dire que c'est vraiment le champ ici, et ici c'est les serres. Et du coup je vais te montrer que le MSV c'est assez efficace, et je vais même pas prendre l'exemple de la serre, parce que la serre c'est vraiment des conditions très propices. Il fait un peu plus chaud, il fait humide, là il doit faire 8 degrés je pense dehors. Dedans la serre il doit faire un peu plus chaud, dans les 15 je pense. Et voilà, regarde ça. Donc tu vois, sous ces voiles, c'est des voiles anti-gel, et on a les petits légumes. J'espère ne pas me tromper en disant que c'est des petites betteraves. Et tu vois, tu vas venir juste gratter le sol un petit peu, et en fait déjà tu peux mettre très facilement ton doigt dedans, et en fait tu te rends compte que c'est meuble, qu'il y a de la vie, que c'est hyper riche. Enfin, ça s'autogère en fait. C'est vraiment quelque chose
Ouais, ça s'autogère. Toi, tu fais un apport, donc tu vois sur la planche qui est juste à côté, qui est en préparation, tu viens mettre, un peu de broyat, tu viens mettre des déchets verts, tu mets une bâche par-dessus, ça va fermenter, et du coup, tout ça, ça se décompose, ça apporte de l'azote, ça apporte du carbone, et ça fait que tu as un sol qui est naturellement riche. Et grâce à ça, et bah, du coup, tu vas pouvoir faire pousser énormément de choses très sainement et voilà. Pas besoin de mécaniser, de mettre d'engrais chimiques, pas besoin de rien du tout. Et c'est assez simple quoi. Le MSV, bon, ça demande du temps. Par contre, tout ça, ça fait à peu près 5-6 ans que c'est déjà installé. Mais en même temps, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la nature. On ne peut pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Hein. Hop. Ici, on a des épinards. Donc, c'est des jeunes épinards. Et vraiment, j'abuse pas, quoi. Hein. J'appuie pas plus fort que ça. La terre, elle est méga meuble. Tu grattes un peu. Est-ce qu'on peut trouver peut-être un ver de terre? Je sais pas. Wouhou! Et du coup, l'avantage aussi du MSV, c'est que tu as beaucoup de place en fait. Puisque tu n'es pas mécanisé, en fait, tu vas vraiment pouvoir optimiser ton espace. Donc tu vas faire des planches, tu vois. Et là, on a des épinards. Là, au fond, on a de la roquette. Là, tu as du musclin, carottes, encore un peu d'épinards. Là-bas, tu as des navets. Enfin bref. Sur une parcelle donnée, tu peux vraiment exploiter ça parce que le seul passage qu'il y a, bah, en fait, c'est toi. Du coup, tu as des passe-pieds qui sont comme ça, là, et tu marches là-dessus. Et tu peux vraiment rapprocher tes légumes. Alors après, ça dépend. Hein. Tu vas pas mettre des choux très rapprochés, mais les épinards, tu vois, ils poussent très bien alors qu'ils sont juste à côté. Voilà. Après, ça demande de l'entretien. Il faut désherber. Parce que voilà, c'est normal en fait. C'est assez cool, très joli. Le maraîchage sur sol vivant, c'est selon moi le mode de production le plus éthique et le plus résilient. Il prend en compte toute forme de vie et la respecte, car sans vie, il n'y a pas de sol. Ce mode de production n'utilise presque pas d'intrants, pas d'apport d'engrais, et rien qui puisse nuire à la vie. Le peu d'intrants, ça va être généralement des déchets végétaux comme du broyat, du compost, des tontes de pelouse ou des feuilles mortes. Ces intrants peuvent être issus des plateformes de compostage, des paysagistes, des particuliers. On peut même imaginer de créer du lien avec les collectivités, les maisons de retraite, les écoles et pourquoi pas fournir tout ce petit monde avec des bons produits. Des produits sains et récupérer leurs déchets végétaux, et puis voilà, on a un cercle vertueux. En maraîchage sur sol vivant, l'équilibre du sol, c'est sûrement ce qu'il y a de plus précieux, et c'est la vie qu'il compose qui assure cet équilibre. Pour info, il y a plus de vie dans une poignée de terre que d'humains sur la planète. Une cuillère à café de terre, soit environ 1 gramme, héberge en moyenne 100 arthropodes, 1000 à 2000 nématodes, des millions de protozoaires et des centaines de millions de bactéries. Mais aussi 200 mètres de mycélium de champignons, ce qui correspond à 1 million de champignons, issus jusqu'à 100 milliers d'espèces fongiques. Et plus de 100 milliards de cellules bactériennes, elles-mêmes issues de plus de 1 million d'espèces. Les bactéries et les champignons consomment les matières organiques et les transforment en minéraux que les plantes utilisent pour pousser et se défendre. Pour préserver et enrichir la vie du sol, il y a des actions indispensables à mettre en œuvre. Déjà, premièrement, pas de tracteur et de travail du sol. Pour faire simple, le but est de ne pas détruire la maison, l'environnement qui préserve la vie. Ensuite, il s'agit de nourrir tout ce petit monde. Le sol, c'est pas un frigo sans fin. Il faut donc apporter de la matière organique et les bactéries et les champignons se chargeront du reste. Depuis la Révolution verte, après la Seconde Guerre mondiale, le tracteur est arrivé en masse dans les fermes, accompagné de tous ces outils de travail du sol, créant une dépendance au pétrole et aux engrais. Grâce à lui, les rendements agricoles ont explosé, et pour ça on peut être vraiment reconnaissant. Mais dans sa course, malheureusement,
Il a dégradé les sols et rendu la production végétale dépendante d'un système qui exploite la terre, comme si les ressources en pétrole étaient infinies, et comme si la consommation d'engrais produits en usine était une normalité. Je tiens à préciser que j'ai rien contre le système agricole actuel. Au contraire, je pense qu'il a été des plus utiles. Et pour moi, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. L'agriculture biologique, par exemple, quand bien même qu'elle utilise la mécanisation par le tracteur et qu'elle est dépendante aux engrais, ces techniques culturales comme les rotations de culture, la production d'engrais verts, l'épandage des matières organiques comme le fumier, tout ça, ça aggrave l'activité des sols. Que ce soit en agriculture conventionnelle ou en biologique, pour moi, le résultat reste le même. Il n'existe aucune forme de résilience sur le long terme. Je trouve qu'il y a beaucoup de courage venant de la part des maraîchers en MSV, car c'est comme si ce métier était à réinventer. Et il y a tout un système de croyances à déconstruire aussi. Il y a des gestes à réapprendre, des outils à réinventer, une organisation dans l'espace qui est complètement différente. Dans cette vidéo, on pourra aller encore plus loin en évoquant les qualités exceptionnelles des légumes et la différence de consommation en eau largement revue à la baisse par le MSV. Mais c'est déjà bien pour cette fois. Bon, et maintenant, place à la petite interview avec Jérém. Pour le moment, pour moi, le maraîchage au sol vivant, c'est la seule façon pérenne de cultiver. Déjà, cultiver n'est pas naturel. Cultiver un sol, c'est forcément l'artificialiser, peu importe comment on le fait. Donc, si on peut se rapprocher de la nature, faisons-le. Et toutes les autres agricultures dégradent le sol. Il n'y a que le maraîchage au sol vivant qui parle d'aggrader un sol. Donc déjà, pour moi, c'est la seule façon actuelle de produire. Et comment, du coup, on fait globalement sol, terre, jamais à nu. Et jamais travailler, quoi. Parce qu'en fait c'est comme une auberge, du coup finalement c'est abriter les micro-organismes du sol ou les gros organismes du sol, et pour ça il leur faut de la bouffe, donc c'est du carbone, c'est des déchets de matière organique et un abri, un toit, et du coup c'est eux qui le font dans leur sol. Donc si on passe un grand coup de charrue dans le sol, ils n'ont plus d'habitation, donc plus de quoi vivre et abriter nos micro-organismes. On dit ça, il y a un verre de terre qui est là. Parce qu'on l'a tassé. Cool. Je crois que j'ai 2-3 questions encore. Ouais. Je suis chaud. Moi il me semble aussi qu'il y a un point écologique qui est assez important. Je l'avais entendu dans la ferme de Cagnol. C'était le stockage du carbone dans le sol. Du coup le sol absorbe le carbone et il le digère, quoi. Ça c'est sûr que oui, c'est une bonne méthode, oui c'est le meilleur moyen de stocker le carbone, mais le meilleur moyen c'est toujours pas le produire. Ouais. Donc si on extrait du carbone en faisant de la fauche comme on fait en fait en permanence, c'est là que le problème il est. Nous en faisant du maraîchage comme fait la ferme de Cagnol, c'est très bien parce qu'on le remet dans le sol et on l'utilise et il nous produit des légumes en plus, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas une finalité pour moi. Après, il y a sujet à débattre sur le carbone, vraiment, sur la cause du carbone dans notre système, dans notre environnement, dans notre système. Est-ce que c'est vraiment lui qui pose problème à l'écologie? Il y a débat. Je ne suis pas encore certain. Parce que si on prend raisonnablement le carbone qu'il y a sur Terre et ce qu'il y a dans l'air, au niveau de la masse qu'il est, je suis pas sûr que ce soit vraiment le carbone qui... Voilà, je suis pas sûr. Okay. Au début, j'étais pour, je veux dire, il faut vraiment réduire le carbone au point de dire on fait les centrales nucléaires, on arrête de faire du charbon, on arrête de faire autre chose. Le nucléaire, c'est pas beau, mais c'est le plus propre en carbone. Mais après coup, je me dis, je sais pas. Il y a sûrement d'autres facteurs et d'autres choses à prendre en considération. Ouais. Après, c'est toujours ça, tu vois toujours à court terme parce que tu te projettes dans ta vie à toi et donc potentiellement la vie de tes enfants, mais si tu regardes sur le long terme, c'est sûr que c'est pas forcément... C'est ça. Mais c'est déjà pas mal d'arriver à penser à ses enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas allé jusque-là, ils ont pensé qu'à leur carrière. Mais il y a un dicton qui est bien, même si c'est pas approprié à ce qu'on dit, c'est le chaulage. Beaucoup de paysans chaulent leur terre, donc c'est pour basifier, je dis pas de conneries, c'est pour basifier le sol. Et du coup, il y a un dicton qui dit qui chaule sa terre s'enrichit mais appauvrit son fils. Et beaucoup de paysans ont chaulé leur terre parce que du coup tu détruis la vie dans le sol, tu rends la minéralisation, donc tu
tu engraisses ton sol, mais en fait il s'appauvrit. Et en fait il y a beaucoup de fermes qui sont comme ça, pas le cholage spécialement, mais dans la façon dont ça a été fait. Ces grandes fermes là qui ont des 100 hectares, tu penses pas à ton fils, quand tu fais ça à ton fils, il peut pas reprendre 100 hectares tout seul. Donc en fait les fermes sont faites pour la carrière d'un agriculteur. Et derrière, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que personne ne veut reprendre, c'est trop compliqué, c'est trop gros, trop de poids quoi. Ça peut détourner. Vous avez compris. Et comment on peut former un maraîcher en MSV? C'est parce que moi quand je regarde, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de maraîchers en MSV qui peuvent salarier. Est-ce que c'est aussi un choix de vie d'avoir une ferme à taille humaine et du coup qui dans sa taille peut pas accueillir un salarié en plus, ou est-ce que c'est imaginable dans le futur d'avoir une structure un peu plus importante et des rendements calculés Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors attends, tu vas commencer en me disant se former au MSV. Alors déjà le premier truc pour moi, ça c'est mon fonctionnement, je vais toujours vouloir comprendre ce qui se passe dans un sol, donc déjà regarder les vidéos MSV, sans qu'il y ait 8 heures de Conrad Schreiber, déjà pour moi c'est la base. On commence par ça, donc on maîtrise tout le cycle du carbone, voilà. Et après on pratique, donc je pense que le woofing c'est le meilleur moyen. Alors après moi dans mon stage, du coup j'ai fait le stage chez Jonas, donc j'ai pu passer 10 semaines à voir et à essayer, donc c'était cool. Mais sinon c'est très compliqué de se former, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont rentables vraiment et qui proposent d'embaucher. Après il y a la notion d'espace test qui est en train de se remettre en place, d'avoir un endroit où on peut s'essayer avec une structure quand même. Et après pour finir sur les entreprises, ça c'est vraiment important comme question, parce qu'en plus c'est une question que je me pose. C'est est-ce qu'il y a un moment où on se dit on a tant de surface, on fait au mieux possible sur cette surface avec ce qu'on a, on reste petit, on s'optimise et on essaye de réduire son temps de travail et d'augmenter ses rendements sur la surface, ou est-ce qu'on décide de continuer à s'agrandir pour avoir plus d'économie d'échelle, plus de matériel, plus de capacité d'embauche, mais aussi du coup de transmission, de formation. C'est une vraie question. Je pense que beaucoup de personnes, dont moi, quand tu t'en réorientes dans ta vie, tu vois ta toute petite ferme en autarcie avec ta femme ou ton homme et tes enfants, tes petits animaux, tes petits œufs et un truc assez petit. C'est pour ça que ma ferme s'appelle ma micro-ferme. Mamie c'est mon nom de famille et micro-ferme, ça fait le jeu de mots. Et en fait voilà, c'est une vraie question, est-ce qu'on reste petit, du coup on a un rayonnement qui est moindre parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde, mais à la fois on est bien parce qu'on est assez protégé de l'environnement extérieur qui est malsain. C'est une vraie question, chacun doit le faire, mais chacun doit réfléchir à aller plus loin, parce qu'à chaque fois qu'on met un pas plus loin, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Moi pour l'instant, là, vu que comment est la situation, je vais refaire une année comme j'ai fait à peu près, avec 2-3 parcelles en plus, mais c'est pas beaucoup, pour voir si en fait, en étant presque à 100% optimisé, qu'est-ce que je me sors comme revenu, quel temps j'ai mis, et est-ce que c'est pas suffisant. Si je vois que c'est trop d'énergie, il faudra que je réduise mes parcelles. Si j'ai encore du temps mais que j'ai pas assez d'argent, mais peut-être que je prendrai d'autres parcelles. Voilà, il y a aussi l'expérience de toute façon qui fait... Moi je pense que de toute façon il vaut mieux commencer petit, maîtriser ce que tu fais sur une petite échelle, et si après tu vois que tu peux faire plus, réfléchir quoi. Et est-ce que du coup le cap là-dedans a un rôle à jouer? Du coup, moi je le définis un peu comme une pépinière où par exemple un woofer ou un coloc il est vraiment accueilli au sein d'un jardin où l'expérimentation est vraiment pas tolérée, mais le jardin est fait pour ça aussi. C'est tout à fait ça, moi en tout cas ça a été mon cas, j'ai pu faire mes gammes au jardin là-bas, sans trop de pression, sans trop de compte à rendre, mais quand même essayer des choses à échelle pro, parce que essayer dans un jardin, faire une ligne dans un jardin de carottes, ça se fait, mais faire 6 lignes déjà dans le même temps, c'est plus compliqué, donc il faut laisser la place. J'espère que le CAP continuera à faire ça, même ira plus loin dans ça, c'est-à-dire à proposer de l'autonomie totale dans la production, pour vraiment s'essayer et se rendre compte vraiment de quelles sont les techniques qui nous correspondent, qui ne nous correspondent pas, comment on veut faire quoi. Et
oui, le cap est un bon équilibre, en tout cas pour moi maraîcher, de pouvoir apprendre à des gens ce que je fais. Enfin, je dirais même pas apprendre, je dirais proposer ce que je fais, proposer comme solution ce que je suis en train de faire. Et en contrepartie, j'ai une aide qui est fabuleuse parce qu'en maraîchage, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas embaucher. Embaucher, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on tire. Là, moi, je vais faire 18 000 € de chiffre d'affaires cette année. Si je devais rajouter dans ça une charge salariale, bon, c'est ma première année, mais si je devais rajouter à ça une charge salariale, ça ne juste pas, même un petit 20 heures. Ouais. Par contre, proposer de la formation et même montrer mes chiffres, montrer mon plan de culture, même le faire avec des bouffeurs ou peu importe en stagiaire, ça ne me dérange pas de passer ce temps-là parce que par contre quand il faut aller ramasser les légumes, semer, planter, désherber et qu'on est 3 ou 4 à le faire, en fait l'équilibre est nickel quoi. Et moi personnellement je suis très très apaisé en termes de production de culture grâce au cap. Je voulais revenir aussi sur un truc, c'est le fait d'avoir ce collectif là qui est, je pense que ça marche relativement pour tous les collectifs qui sont un peu dans cette dynamique de proposer du maraîchage, de faire des petits marchés, c'est qu'à côté de ça, tu proposes une sobriété et tu la vends entre guillemets, tu sensibilises les gens et du coup en fait il y a une espèce de rayonnement qui se met en place et les gens autour de toi qui commencent à s'intéresser, qui viennent pour les marchés, du coup qui s'alimentent mieux, c'est fait du bouche à oreille, en fait ça se démocratise par le biais de ce genre de débouchés, du marché. Et en fait il y a vraiment un rayonnement positif à ça parce que il y a cet aspect de sensibilisation qui est vachement important et qui se fait naturellement. Quoi. Et je pense que c'est en ça aussi que c'est cool la dualité entre l'associatif et l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut aller facilement dans l'associatif, découvrir un peu, en tout cas se sensibiliser à ça, sans trop de pression, en légèreté, voir comment on fait des salades, récolter quand on a envie, et à la fois voir aussi l'entrepreneuriat de se dire ok, si j'ai envie de faire ce métier-là, ça existe et ça marche. Et j'aime bien ce que tu dis parce que c'est exactement ça aussi qu'on propose, juste comme tu dis par rayonnement, c'est-à-dire qu'on peut pas aller voir les gens à parole et leur dire regardez, ça marche, regardez, il faut faire ça. Par contre, en étant système, en faisant système, en faisant acte de ce qu'on est et juste en vivant, effectivement les gens voient qu'il y a un collectif qui vit en faisant du maraîchage vivant, avec de l'autonomie, qui continue, qui se développe. Et ça, je pense que c'est source d'espoir pour pas mal de personnes. Et aussi inspirante, quoi. C'est vrai que tu peux venir au jardin, regarder, t'inspirer, manger avec nous et se dire en fait ouais, j'ai bien envie de participer à ça, soit avec le collectif ou soit moi-même, quoi. Parce que faire les choses soi-même, déjà changer de système, c'est déjà faire quelque chose, quoi. Pour moi le plus important c'est déjà d'arrêter de faire ce qu'on fait. Et commencer par arrêter en fait. Ça paraît con, mais moi Jonas, je me rappellerai toujours quand il me disait ça, il me disait pour moi le plus constructif c'est le chômage. Alors c'est pas parce que tu fais rien, mais c'est parce que tu passes un temps à arrêter de faire ce que tu faisais mal pour commencer à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire de bien, quoi. Parce que quelqu'un qui prend sa voiture, désolé pour ceux qui écoutent si vous utilisez ça, mais quand tu prends ta voiture le matin, que tu vas travailler pour une usine et que tu rentres chez toi le soir, tu n'as fait que consommer des choses, tu n'as rien produit réellement, tu as produit dans un système qui contribue à la mort de tout, quoi, à la dégradation de tout, quoi. Donc du coup déjà arrêter ça c'est déjà énorme. Arrêter la télé, arrêter de consommer, c'est déjà énorme. Après on passe par une étape d'introspection et après on peut revoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Il n'y a rien de mieux que le vide pour repartir sur du propre, quoi. Je pense. Des belles paroles. Ouais, c'est clair. Cool. En tout cas, merci d'être venu nous rendre visite. Merci de vos discussions, de vos. Je sais pas, je vous l'ai dit la dernière fois là, mais j'aime parler d'arbres et d'oiseaux, quoi. Moi, je suis un arbre, je suis là, je suis ancré, je suis en train d'essayer d'être un plus gros arbre pour accueillir le plus d'oiseaux possible. Vous, actuellement, vous êtes des oiseaux. Et c'est grâce à ce que vous amenez en tant qu'oiseau que je peux continuer à être un arbre et être un autre arbre et m'informer de ce qui se passe à côté. Parce que bon, après, je vais rentrer dans les trucs un peu de terre, mais dans le sol, il y a les ARN. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et en gros, voilà, beaucoup, il y a un cheminement entre les arbres.
Mais ça c'est dans le sol, mais il y a aussi la partie aérienne. Et la partie aérienne c'est les autres organismes, c'est les animaux, c'est les autres plantes, les insectes, tout ça. Et dans ce vous avez des beaux oiseaux, des drôles d'oiseaux. Ben, merci à toi aussi. Ouais, C'est plaisir. Chouette. trop cool. Bon, et comme vous le savez tous, Benoît et moi, on est musiciens. Benoît avait déjà sa guitare, et moi, il me manquait le caron que tu viens de voir là à l'instant. Du coup, je l'ai acheté, mais il fallait le trimballer. Alors on est tombé sur Alex, le ferronnier du village, et on allait lui demander si c'était possible de nous faire un porte-caron. Et le gars, super sympa, il nous accueille en plein après-midi, nous dit ok, pas de souci, allez on fait ça. En une après-midi, c'était torché. Il fallait couper, tordre, souder, pointer, remettre des plaques, remettre un petit peu de peinture anti-rouille, et voilà, le tour est joué. J'ai un super porte-caron, et maintenant je peux jouer du caron là où je veux, avec mon petit pote Ben, et c'est trop cool. Amar como se sienta, no como se presupone. Por bandera la ternura, no las legislaciones. Valentía pa' querer abrir los corazones. Revienta el cuento, apesta, parece rico en apariencia. Tienta, este amor de postal ya no me renta. Intento, a veces fallo, tras acierto. Las palabras se las lleva el viento. Cuando siento más de lo que debo, la locura invade mi ser. Y sé que otros dan toda la vida y se quitan del propio querer. Yo lo intento y es que no puedo. Terremoto, explosión, huracán, todo sube por dentro de mi pecho. Que no acabe este amor de verdad. Alors en échange, on est allé faire un petit tour chez lui, parce qu'il est en train de refaire son atelier. Et il fait ça un peu d'une manière différente. Il fait toute l'isolation en terre-paille. Et du coup, on est allé chez lui pour aller poser quelques ballots de paille et puis boire un coup et manger un coup en compagnie de ses collègues. Bref, encore merci à toi Alex, c'était vraiment une super expérience. On voulait surtout remercier le Cap et tous ses habitants pour nous avoir reçus et nous avoir fait vivre toutes ces expériences magiques. Alors merci à tous et à très bientôt. C'est bon, 1000 km. J'ai mis le premier kilomètre. Et en plus on a du soleil. Oh putain quel régal. Trop cool. Hop les... Le téléphone s'est failli tomber.